Bonjour à tous. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Installez-vous s'il vous plaît. Alors, nous sommes quel service précis? Là vous êtes précisément au service trafic qui fait partie de la division trafic piste. La division trafic piste c'est un ensemble de 3 services dont les activités principales reposent sur l'assistance des avions en escale. Alors, quelles sont les principales missions du service trafic? Le service trafic a pour mission principale d'aider les compagnies dans l'établissement des documents de vol. Donc, parmi ces documents, il y a celui qu'on appelle les cas de charge, c'est le document le plus important d'ailleurs. C'est celui-là qui va répertorier toutes les charges qui vont être rentrées dans l'avion au son départ, notamment le carburant, les passagers, les bagages, le fret, la poste. Voilà. Et donc, tous ces poids collectionnés vont être inscrits dans un document. Et ce document va nous donner un total à respecter selon les limitations maximales du constructeur. Et puisque vous parlez de carburant, est-ce qu'un jour il est déjà arrivé manque de carburant ou l'avion soit à court de carburant? Il est déjà arrivé qu'il y ait pénurie de carburant au niveau de l'aéroport international. Et ça crée une grosse difficulté parce que l'avion ne peut pas partir. Il y a des minima autorisés. Voilà, l'avion doit avoir un minimum de carburant pour faire une étape. Et comment vous gérez la situation dans ce genre de... Nous n'avons pas d'autre solution que d'attendre. Que le groupe pétrolier cesse au mouvement de grève ou que Total Gabon fasse l'approvisionnement au niveau de l'aviation libre. Et quelle est une journée type en tant qu'agent de trafic? Une journée type. Lorsque vous arrivez le matin, vous commencez par quoi précisément? La journée type de l'agent de trafic reste du gros classique. C'est arriver, prendre connaissance du programme qui a été mis en place par le superviseur, parce que l'agent de trafic est sous le commandement d'un superviseur pendant la rotation. Donc le superviseur va faire une répartition des tâches. Donc chaque agent va avoir son vol bien défini. Et donc sa mission commence par collationner toutes les informations. Et une fois qu'il a toutes les informations, c'est-à-dire le type d'avion qui arrive, son immatriculation, l'heure d'arrivée et l'heure estimée de départ, il peut commencer par établir un certain nombre de documents. Voilà. Si c'est un avion qui a par exemple dormi ici, l'équipage aura besoin d'un document qu'on appelle la déclaration générale qui sert un peu de laisser passer pour les membres d'équipage en cas de night stop dans une escale. Voilà. Alors, comment gérez-vous les situations d'urgence, les situations d'imprévu ou encore de stress? Tout agent de trafic est formé à répondre à toute situation d'urgence. Les cas les plus fréquents, c'est, on va dire, rupture du système, d'accord, ou dysfonctionnement du système, un peu comme aujourd'hui avec la coupure d'électricité. Si le système a pris un coup, l'agent de trafic est formé pour réagir automatiquement sur le document manuel. Voilà, parce que le vol il se traite en version électronique, mais également en version manuelle. Donc en cas de panne de système, l'agent de trafic bascule automatiquement sur la version manuelle. On passe un peu plus de temps parce que l'ordinateur, c'est normal, c'est plus rapide, c'est 5 minutes à régler le problème. Le manuel, c'est la main qui écrit, c'est le cerveau qui réfléchit, c'est la calculatrice comptable pour avoir le résultat. Et donc, on passe forcément beaucoup plus de temps. Voilà. Mais ils sont formés pour répondre aux problèmes dans les 20-30 minutes après la survenue de l'incident. Et puisque vous gérez en quelque sorte les compagnies aériennes, est-ce qu'il est déjà arrivé un jour qu'une compagnie ne soit pas en règle? Qu'une compagnie ne soit pas en règle. Ne respecterait peut-être pas les normes en vigueur par... Les dispositions sont déjà prises en amont, avant l'acceptation déjà de la compagnie à l'escale de Libreville. Il y a déjà des prérequis au niveau de l'ANAC. Et donc, ces conditions sont remplies, vues par l'ANAC, validées. À partir de ce moment, la compagnie est autorisée à venir à Libreville. Et HPG n'est que celui qui représente la compagnie au niveau de Libreville après la phase validation avec l'ANAC. Et quelles sont les compétences requises pour être un bon agent de trafic ou un opérateur? Un bon agent de trafic, déjà tout passe par une formation. Le trafic n'accueille pas des agents non formés. Le trafic fait un tri à l'entrée. Et c'est quand on a validé la formation de trafic justement qu'on devient agent de trafic. D'accord. Et combien de temps? La formation dure entre 15 et 20 jours. Seulement? Ouais, c'est la formation basique. Ok. Après, vous avez un accompagnement de 6 mois sur le terrain. Donc, à partir du moment où vous avez validé la première formation
vous rentrez dans le service trafic. Ensuite, vous passez une période de 6 mois de coaching. Voilà, vous êtes accompagné par un coach qui vous apprend tout ce qu'il faut faire de façon pratique, parce que la formation de base, elle est théorique. Ensuite, vous avez toute la partie pratique maintenant sur 6 mois. Et au terme de 6 mois, on fait une évaluation à mi-parcours pour voir si les acquis transmis en formation ont été maintenus, voilà, ou s'il y a besoin de faire un relèvement de niveau, ou alors de maintenir le niveau actuel. Et s'il arrivait qu'un agent, au bout de 6 mois, ne répondait pas à vos exigences, est-ce qu'il est radié ou bien il est remis, il a une seconde chance? La période de 6 mois nous permet de voir les capacités de l'agent, le niveau de volonté, la détermination de l'agent. Si ces éléments sont présents et que les choses ne passent pas correctement, tout le monde ne comprend pas les choses au même rythme. Oui, voilà. On va lui accorder cette possibilité-là de s'étendre sur 6 mois supplémentaires. C'est pour cette raison qu'il rentre d'ailleurs en CDD. Et donc le CDD s'étendant sur une année renouvelable. D'accord. Donc on va lui accorder son temps. Pas mal. Voilà. Et si après cela on constate qu'il y a des dispositions, mais qu'après il manque 2 ou 3 petites choses, on va l'amener vers ce petit déclic-là pour en faire un bon agent. Alors vous avez combien d'expérience, permettez-moi, le nombre de vos années d'expérience? 24 ans à peu près. C'est beaucoup. Après j'ai quand même un peu tourné. Voilà. Donc ça parle de 2001 à maintenant. Il me manque une seule médaille, une l'heure, vous avez déjà eu les deux. Merci. Alors, en 24 ans de service, une anecdote par rapport à votre service qui vous a peut-être le plus marqué, négativement ou positivement? Personnellement, non, il n'y a pas trop d'anecdotes qui m'ont marqué, que ce soit positivement ou négativement. En revanche, ouais, peut-être autour de moi, voilà, on a vu 2 ou 3 petites choses comme ça, où un agent formé, qualifié, validé, mais qui n'était pas très concentré et qui s'est laissé aller dans la désinvolture, n'avait pas pu faire face à une situation d'urgence comme celle qu'on a définie un peu au départ. Donc, rupture du système, il fallait tout de suite basculer en manuel. Et les compagnies mettent à notre disposition des formulaires de devis de poids. Et donc, ce formulaire, malheureusement, il avait disparu ce jour-là. Wow. Oui, il avait disparu parce que l'agent qui était affecté justement à cette tâche-là, pas qu'il n'avait pas la maîtrise, mais ne s'impliquait plus trop dans le manuel et donc il commençait à perdre le réflexe. Et quand il a vu la chose arriver, donc les éléments ont disparu. Et nous, on s'est rapproché du commandant de bord pour avoir un autre formulaire et finalement, on l'a aidé, on l'a fait. Il faut donc agir en rapidité en situation de panique, ne pas paniquer. Voilà, c'est ça. Nous, on avait un peu plus d'assurance parce que voilà, on était un peu parmi les... On va pas dire parmi les meilleurs, mais tout comme. Alors, on remarque bien que dans vos bureaux, il y a du numérique, des outils numériques. Oui. Avec quel outil précisément travaillez-vous? Alors, nous avons nos logiciels à nous, qu'on va appeler chez nous dans notre jargon le DCS. Donc, l'outil que nous utilisons, c'est Altea, pour pas mal de compagnies. Après, nous avons également SAP, pour 2 compagnies, et nous avons également Troya pour une autre compagnie. Donc nous avons 3 systèmes utilisés ici dans le service. Et le choix des systèmes dépend de qui? De vous ou bien des compagnies? Des compagnies. D'accord. Elles sont souveraines, elles décident d'un outil et nous formons notre personnel, nous donnons la compétence à notre personnel pour faire face à cette demande. Et quel conseil pourriez-vous donner à ces jeunes ou ces personnes qui nous suivent actuellement qui voudraient peut-être à la fin de cette émission embrasser votre métier? C'est déjà leur dire que l'aviation, c'est un monde passionnant. Encore plus passionnant, les métiers de la piste. J'entends par métier de la piste, trafic et tout ce qu'il y a autour de l'avion. Ce sont des métiers méconnus du grand public. Très peu de passagers, on va dire sur une échelle de 0 à 1000, il y a peut-être 2 passagers qui ont entendu parler des métiers de trafic et de la piste. Tous les autres, ils connaissent les agents d'appui, les agents d'avancement, les agents commerciaux et les chefs d'escale. Ce sont ceux-là qui sont en contact avec vous. Ils ignorent que derrière, il y a des gens qui, derrière leurs écrans ou face à un document, sont en train de tout mettre en œuvre pour que l'avion au décollage décolle dans les bonnes conditions, que la queue de l'avion ne soit pas en contact avec le sol et que le nez ne soit pas trop lourd aussi au décollage et que l'avion vole en tout équilibre jusqu'à son point d'arrivée. Voilà.
Et ces gens, malheureusement méconnus, ben, c'est ceux que vous voyez là, voilà, qui font un travail. Voilà. Avant justement de terminer, comment vous gérez cette situation lorsqu'un avion a peut-être un problème dans les airs? Comment ça se passe concrètement? Un problème dans les airs. Oui, puisque vous vous assurez du bon décollage et du bon atterrissage. Ouais. Lorsqu'il y a un souci, comment vous gérez cette situation? Vous faites recours à qui précisément et On comment va ça dire se passe? le service trafic ou alors la division trafic-piste, parce que je suis obligé de parler de cette division-là, prend l'avion en charge à partir du moment où la tour de contrôle l'oriente vers son point de parking. Vous voyez l'avion qui est arrivé, avant de rentrer au point de parking, il a marqué un petit arrêt, mais vous ne l'avez pas vu. Mais nous l'avons vu, nous l'avons remarqué. Ça se joue au centième de seconde, mais nous l'avons vu. Et donc, il marque un petit temps d'arrêt parce que la tour de contrôle lui demande si vous êtes pris en charge par un marshalleur. Le marshalleur, c'est le placeur, c'est le type qui était sur l'escabeau qui fait les grands gestes. Ces gestes-là permettent d'orienter l'avion de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, selon la ligne qui était face à lui. Voilà. Et donc, une fois que le commandant confirme à la tour de contrôle qu'il est pris en charge par le marshalleur, la tour va lui dire poursuivez aux ordres du marshalleur, mais je reste en contact avec vous en cas de besoin. Et donc, il arrive au parking, il est positionné, on met les cales, les cônes, on rentre en contact avec le commandant de bord par le communication interphone. Donc, là, il y a un agent qui a branché un petit fil, là, il a mis le casque à l'oreille. Donc, il va dire au commandant de bord, les cales sont mises en place, vous pouvez relâcher le frein de patte et tout ça là. Je vais faire le petit contrôle pour m'assurer qu'il n'y a pas eu d'impact pendant le vol. Et je vous reviens pour vous faire le compte tendu. Donc, il va faire le tour de l'avion, il revient, il dit au commandant de bord, j'ai fait le tour, tout est bon, il n'y a pas eu d'impact et tout ça là, c'est bon. Donc, s'il y a un impact observé après, ben, il sera de Libreville, pas de l'escale d'avant. Et au départ, c'est la même chose. Au départ, les opérations sont terminées, le même agent au casque va dire au commandant de bord, opération terminée, porte de soute fermée, vérification effectuée, il n'y a pas d'anomalie, nous sommes prêts pour le départ. Le commandant va demander à la tour, je suis prêt pour le départ, je demande la clémence, donc l'autorisation de partir. La tour accorde, donc HPG ou l'agent de la piste va repousser l'avion jusqu'à le rendre autonome. C'est-à-dire qu'il va l'amener jusqu'à un point d'autonomie. Dès qu'on a décroché l'attelage, il peut partir tout seul. Dès qu'il est parti de là, il est pris en charge maintenant par la tour de contrôle. Donc s'il y a un incident en vol, c'est la tour de contrôle qui se charge maintenant de gérer tout ça. Nous n'intervenons que si l'avion doit revenir au parking. Voilà. Ah, je vous ai fait tout ça là pour montrer un peu, voilà, pour ne pas couper brusquement en disant c'est la tour de contrôle. Il fallait expliquer pourquoi. Et c'était important, c'était utile. Ça m'a permis de mieux comprendre. Parce que nous, en tant que profanes, on suit des films et on voit naturellement souvent comment les avions dans les airs peuvent avoir des difficultés. On ne sait pas forcément qui s'occupe de ces problèmes-là. C'est la tour de contrôle. C'est la tour de contrôle. On dit comme ça vaguement tour de contrôle, mais même dans l'espace aérien, il y a des zones bien reparties. Voilà. L'aviation civile internationale a tout prévu. On ne saurait terminer cet échange sans aborder l'aspect financier. Combien approximativement peut gagner un agent de trafic? Alors, les salaires varient selon le niveau de compétence après évaluation. Mais la catégorie d'entrée au niveau du trafic, pour traduire ça en chiffres, s'estime à 300 000 à peu près, autour de ça. Je parle au chiffre exact, mais ça tourne un peu autour de ça. Ça, c'est salaire de base, hein, sans les accessoires de salaire. Je n'ai pas parlé de la prime de logement, je ne parle pas d'autre chose. Vraiment, salaire de base, brut, voilà, sans autre. C'est déjà très encourageant pour ces personnes qui nous suivent. 300 000, salaire de base. Exactement. Et donc, on a ça déjà d'entrée de jeu. Après, il va s'ajouter des accessoires autour. Et après une période, selon, on va dire, selon nos procédures et règlements, après une année d'apprentissage ou de pratique au niveau du trafic, l'agent sort du statut agent de trafic basique pour rentrer dans le corps de chef avion. Voilà. Donc le chef avion, c'est un peu le coordinateur de la touchée. La touchée, chez nous, dans notre jargon, c'est le temps de traitement de l'avion à partir du moment où il arrive à son point de parking jusqu'à son repoussage. Et donc, il va devenir le chef avion, c'est le coordinateur. C'est lui qui va être l'intermédiaire ou le vilebrequin entre le commandant de bord et le pool pétrolier. Le commandant de bord
et la société de prestation hôtelière, donc Servère, qui fournit de la nourriture dans les avions, entre le commandant de bord et son représentant, le représentant de la compagnie, parce que le chef d'escale n'est pas le vis-à-vis du commandant de bord, c'est le chef avion qui est le vis-à-vis du commandant de bord. Donc s'il y a une demande à formuler par le chef d'escale pour le commandant de bord, ça passera par le chef avion. À titre d'exemple, si vous arrivez au dernier moment alors que le vol est déjà fermé, mais vous êtes une passagère de tous les jours d'Air Côte d'Ivoire, d'Air France et autres, le chef d'escale a cette possibilité-là de rentrer en négociation avec le commandant de bord pour dire, bien que le vol ait été fermé et que la dame est arrivée après, mais c'est une passagère de tous les jours, est-ce qu'on ne peut pas faire une action commerciale? Mais le chef d'escale ne s'adresse pas au commandant de bord, il va s'adresser au chef d'avion pour dire, j'ai un dernier passager, est-ce qu'il est possible de le prendre? C'est le chef d'avion qui va tenir ce discours-là au commandant de bord pour dire, nous sommes obligés de faire une action commerciale, c'est une passagère de tous les jours, cette dame est tout le temps sur vos vols, vous pouvez le vérifier par les différents manifestes que vous avez sur votre escale là-bas, il serait quand même intéressant de la prendre, et elle fait partie des gens qui font bonne presse quand même à la compagnie. Et donc il va essayer de séduire le commandant de bord qui va finalement valider. Voilà. Et donc, celui qui gère un peu toutes les actions au sol, toutes les exigences du commandant de bord, c'est lui qui les retraduit, voilà, avec ses mots à tous les différents acteurs. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Nous continuons notre visite. J'ai le devoir de veiller au déroulement des activités. Je coordonne les opérations au sol. Du côté piste, ici, les agents pistes, je veille sur eux. Également les opérations, également au passage du métier. Le litige également. Donc je veille à ce que les agents puissent respecter les procédures, et les règles de sûreté, sécurité, et également que le matériel soit mis en place. Pour le matériel, il y a les outils utilisés, le matériel, les documents, et les agents aussi, je dois veiller à ce que ça soit respecté. Parce que si on a 6 vols au sol, je dois avoir le nombre d'agents pour pouvoir respecter les 6 vols. Et à la fin, je fais le compte rendu au DG de tout ce qui s'est passé. Donc les directeurs reçoivent comme s'ils étaient présents sur la plateforme. Alors, s'il arrivait un jour que vous n'arriviez pas à faire ce rapport-là, comment ça se passe? C'est déjà arrivé lorsqu'il y a des coupures d'électricité. On est obligé d'envoyer soit par WhatsApp les points clés de la vacation. Surtout s'il y a eu des difficultés, on est obligé de les appeler par WhatsApp ou alors appel normal et leur informer qu'on a des problèmes d'électricité et on pourra faire le compte rendu le lendemain ou bien celui du soir pourra le faire. Quel est l'intérêt de votre métier en fait, de ce corps de métier? L'intérêt, c'est que par nous, les directeurs étant absents, on l'œil sur la vacation et également les chefs d'escale, lorsqu'ils ont des responsables de compagnie, lorsqu'ils ont des difficultés, ils ne vont pas directement affronter les agents, c'est nous qui représentons l'entreprise. Donc c'est les yeux. Nous sommes les yeux, les oreilles de la direction générale. D'accord. Et la présence d'un SEP est obligatoirement important durant les vacances. Et quelles sont vos compétences? Quels sont les diplômes, le parcours scolaire qu'il faut forcément embrasser pour devenir ce que? Normalement, pour être CEP, c'est un bac plus 3. Et puis, on ne se fie pas, on l'apprend également sur le tas, malgré le diplôme d'études. Il faut également avoir des compétences, des formations. On fait des formations, après sortir de là, on fait une métier. Et un bac plus 3, précisément dans quelle filière? Pour ces personnes-là qui ont peut-être le bac. C'est pas pour le métier de chef d'escale. Normalement, on peut passer sur tous les bacs. Moi, j'ai un bac en logistique, j'ai un bac D, mais c'est plus souvent dit que le bac C, D, mais c'est pas vraiment respecté. Ça ne s'applique pas vraiment au respect. Parce que HPG, au début de son ouverture, il ne tenait pas en compte des diplômes parce qu'il voulait former, il fallait couvrir et fermer le fait que Air Gabon avait mis fin. Il fallait fermer et couvrir cette... Mais aujourd'hui, pour ces jeunes qui me suivent actuellement, quel bac doivent-ils faire pour entrer dans ce secteur de métier? Pour ces jeunes qui nous suivent actuellement, parce que les années ont évolué, depuis son ouverture à 2025, c'est beaucoup d'années.
Pour ces jeunes qui nous suivent, pour ces gens qui nous suivent actuellement, ces téléspectateurs, quel bac doivent-ils en fait savoir que je vais à l'école, je vais faire un bac D, un bac B ou un bac C pour pouvoir entrer dans ce corps de métier? Je peux gérer avec tous les bacs. D'accord. Les bacs, ça passe. Parce qu'il n'y a pas un métier qu'on nomme directement chef d'escale. D'accord. Chef d'escale, c'est au fur et à mesure. C'est vraiment un parcours, un processus. Et après, on finit par devenir chef d'escale. D'accord. Mais au moins avoir aussi un bagage intellectuel. Et donc, quelles compétences il faut avoir? Créatif, s'adapter Il faut avoir pour le chef d'escale, il doit prendre des décisions, il doit maîtriser le personnel. Il faut juste avoir la force de pouvoir maîtriser le personnel. D'accord. Alors, on vous suit? Savoir prendre des décisions. On vous suit dans la pratique de votre métier? Là, en ce moment, il y a quelqu'un qui s'est posé. D'accord. Donc, je veille à ce que les gares puissent mieux charger. Ils ont bien chargé, ça s'est bien passé. Et maintenant, on va repousser l'avion. Et il y a l'embarquement qui va aussi se faire. On va monter à l'embarquement. D'accord. On va partir. C'est l'ensemble d'embarquement. Ils sont en train d'embarquer. D'accord. Et avec moi, je vous présente le processus d'embarquement. Ici, nous faisons un embarquement dans le système Altea, c'est l'embarquement de Volcan. Là, on a deux postes d'embarquement qu'on appelle. Ici, ce sont des ordinateurs. Ici, on a des lecteurs d'embarquement. D'accord. Okay? Donc, chacun d'embarquement possède un code barre qu'on fait scanner. Lorsque ça passe au vert, c'est que l'embarquement a été validé. Si ça passe au rouge, on va devoir regarder dans le poste pourquoi est-ce que ça passe au rouge. Et que faire dans cette situation? On est obligé de trouver la solution. Soit c'est un siège qui a été changé et donc il faut réimprimer un nouveau siège, soit c'est la mauvaise carte parce qu'il y a des passagers qui ont deux cartes, l'IBV Paris, après Paris-Londres par exemple. S'ils présentent ici la carte l'IBV Paris-Londres, ça va signaler, ça va nous dire wrong flight, donc mauvais vol, parce que notre vol de départ c'est celui de l'IBV Paris. Parce que vous voyez, donc on est obligé de regarder à chaque fois le système pour voir s'il y a une anomalie ou pas. Désolé pour pouvoir trouver la solution. Ici c'est l'agent qui passe les annonces pour les derniers passagers qui manquent. D'accord. Parce que nous sommes sans oublier que notre aéroport, la configuration de notre aéroport ne nous aide pas beaucoup à l'embarquement. Parce qu'après l'enregistrement, le passager est obligé de ressortir dans le hall, alors que le passager, le circuit normal, c'est qu'après l'enregistrement, le passager doit accéder directement à ça l'embarquement. Et donc souvent, la conséquence de laquelle, lorsque le passager ressort, il y en a qui vont même chez eux. On est obligé de faire des annonces, rappeler pour qu'ils viennent. Il y en a également, qui sont assis dans le hall et qui n'entendent pas les annonces. Et vous allez faire des annonces, ils ne vont pas entendre. Sauf que nous, on a un timing qu'on doit respecter, c'est-à-dire le TTM, le temps que l'avion doit mettre au sol, si c'est 45 minutes, il faut qu'on respecte les 45 minutes. Si le temps requis pour faire partie de l'avion arrive à son terme, on sera obligé de procéder à l'annulation du passager, rechercher ses bagages et ça engendre des pénalités. Justement, c'est payé par qui ces pénalités? Le passager. Waouh. Par exemple, la recherche bag, c'est le passager qui est responsable parce que sachez que lorsque vous allez acheter un billet auprès d'une agence de voyage ou d'une compagnie, vous avez un contrat. Voilà, le billet c'est vraiment un contrat de voyage. Il y a une heure de se présenter à l'enregistrement, l'heure de se présenter à l'embarquement. Voilà, oui. Si vous dérogez à la règle, la compagnie prend ses responsabilités, dira oui, le terme du contrat c'est ça, vous n'avez pas respecté, mais vous en avez. C'est l'OACI, IATA qui se charge de mettre en place toutes ces normes. Et nous sommes là pour les appliquer. Et lorsque l'erreur vient de vous, comment ça se passe avec les passagers? Quel type d'erreur à peu près Vous avez dit ça passe au vert, ça passe au rouge, ça veut dire qu'une carte a eu un souci, etc. En fait, oui, ça peut arriver qu'à l'enregistrement, les cas d'erreur qu'on a souvent, c'est qu'on a des familles qui se présentent au comptoir, c'est une dame avec son enfant, elle se présente toute seule, elle laisse l'enfant dehors et parfois elle donne juste son billet et vous l'enregistrez. Cependant, lorsqu'elle fait les formalités de police, c'est censé être intercepté, soit par la PAF, la police des airs et frontières, ou les collègues de l'ONSFAC. Mais si jamais l'erreur passe jusqu'ici,
Récemment, on a dû enregistrer un bébé ici en salle d'embarquement, alors qu'il ne s'est pas présenté au comptoir d'enregistrement. En fait, ce n'était pas totalement notre responsabilité, notre faute en fait. Parce qu'il faut rappeler que dans le circuit, que ce soit la PAF doit pouvoir vérifier chaque cas d'embarquement, chaque passeport, vous mettre un cachet, l'ANSAG aussi doit pouvoir le faire. Et donc, pour toutes ces raisons, nous on est là, c'est le dernier maillon de la chaîne. Nous sommes le dernier maillon de la chaîne, doit pouvoir attendre. Vous êtes passé de communication, peut-être il faut accentuer sur le volet communication. Oui, effectivement. Sachez que par exemple la PAF, c'est vraiment l'autorité. Voilà. Donc nous étant civils, on fait passer la communication. La preuve, c'est qu'on a des réunions au cours desquelles on discute des différentes anomalies, des erreurs, des situations difficiles qu'on a rencontrées au cours d'un traitement des vols, et donc il y a des mesures coercitives qui sont prises derrière. Donc voilà, là l'embarquement est terminé, nous avons embarqué 16 passagers au total. D'accord. L'embarquement s'est fait au large parce qu'on a deux types d'embarquement. L'embarquement large ou l'embarquement par passerelle. Le contact comme il a été éthiopien, là quand même il est au large. Donc on a un bus de transport qui s'occupe du débarquement et l'embarquement des passagers. Et ces bus sont sous la responsabilité d'HPG, le chauffeur, les collègues derrière et autres en fait. C'est quoi la différence justement entre l'embarquement par ici et l'autre? Ici, c'est juste que en fait, vous débarquez au contact, c'est-à-dire on place une passerelle, vous descendez de l'avion pour marcher sur la passerelle, vous ne passez pas par le tarmac. Mais pourquoi c'est pas recommandé de passer directement par le tarmac ou... Encore une fois de plus, la configuration de l'aéroport. On n'a que deux passerelles. Okay. Et là, par le cas d'espèce, celle-ci, la passerelle qui est derrière nous, a un dysfonctionnement, donc on n'a qu'une seule passerelle. Donc le premier vol qui vient, on est obligé de le parquer en passerelle. Et le second va naturellement. Là, si on a un troisième, on a tellement de parkings qu'on saura comment disposer. Par exemple, toute la zone à notre droite, c'est l'Alpha, donc Alpha unité 2, 3, 4, 5 jusqu'à Fidjet. Ici, on a Bravo 1, 2, 3, 4, en allant jusqu'à Bravo 8.